Et elles sont disponibles pour une large part, hein, c'est-à-dire la publication sur le château de Pierre, hein, le destin d'une demeure seigneuriale. Et puis la dernière, je l'avais consacrée à un bulletin des Amis des Arts, au numéro 50, hein, les manières d'habiter au château au 18e. Donc tout ça est disponible, mais je pense que ça valait la peine qu'on revienne. Alors d'abord sur un certain nombre d'archives que je vais présenter, et ensuite sur les 3 grandes phases de construction au château qui permettent de comprendre l'état dans lequel il est aujourd'hui. Donc, si vous voulez bien, on va commencer par donc la première diapositive et simplement l'introduction. Donc, je viens de mettre votre titre de diapo. Je passe à la diapo 2, peut-être? Voilà, diapo 2. Alors, cette diapositive, elle a simplement pour but de rappeler rapidement ce qu'est ce qu'on appelle le fond Thiard, c'est un terme un peu technique hein, pour les archivistes, c'est-à-dire l'endroit où les archives de la famille Thiard sont rassemblées. Alors, ces archives sont caractéristiques des archives privées, comme on dit, c'est-à-dire des archives de famille, la manière dont la famille gérait ses biens hein, et les entretenait. Les archives sont dispersées en 3 endroits. On a tout d'abord l'essentiel de ce qu'on appelle le fonds aux archives départementales de Saône-et-Loire, hein, AD 71, hein, pour les initiés en quelque sorte. Hein. On a aussi des archives de la famille aux archives départementales de Côte d'Or, AD 21. Alors pourquoi? Parce que la fille du dernier descendant mâle, Blanche des Tempes, a souhaité disperser en 2 ces archives. Et puis, il y a un 3e lieu où on a des archives, aux archives nationales, dans ce qu'on appelle le fonds des Tempes, hein, où, je reviendrai rapidement, on a essentiellement des inventaires. Mais pour ce qui concerne le château, sa reconstruction, l'essentiel est en Saône-et-Loire, est aux archives départementales de Saône-et-Loire. Alors vous voyez sur la diapositive la galerie de portraits, c'est elle qui est aussi dans le couloir hein, du musée. Dans cette galerie de portraits, on retrouve les 2 premiers grands reconstructeurs du château, Claude V, celui qui transforme la maison forte hein, en résidence, son petit-fils, Anne-Claude, on y reviendra, hein, sur les basses-cours, c'est lui qui fait reconstruire les nouvelles basses-cours. Et puis le dernier, Ausone Théodose, un dernier propriétaire mâle qui s'est surtout beaucoup occupé du parc. On peut passer à la diapositive numéro 3. Oui, c'est bon. Donc, quelques exemples hein, de ces archives et en quelques mots ce qu'elles permettent d'apporter pour comprendre l'histoire du château. Donc, sur cette diapositive numéro 3, vous avez ce qu'on appelle des marchés d'ouvrage. Et il existe aussi des comptes. Alors les marchés d'ouvrage, ce sont des textes dans lesquels le propriétaire passe commande. Alors soit pour la charpente, hein, soit pour l'architecture du château, soit pour la peinture, etc., etc. Ce sont des documents intéressants. On a souvent la dimension, par exemple, des bâtiments, les matériaux avec lesquels ils sont construits. On trouve partout les vieilles briques d'Autun, de l'ancien château d'Autun, qu'on a utilisé pour reconstruire le château de Pierre. On a parfois le nom des artisans qui travaillent, d'où ils viennent. Beaucoup sont chalonnais ou de Sœurs, par exemple. Il y a des compagnons du Tour de France qui travaillent à la reconstruction du château à la fin du XVIIe. On a aussi le lieu des matériaux, je vous ai dit. Hein. Donc, toute une série d'informations, mais comme toujours, difficile parfois de faire correspondre en quelque sorte les unes avec les autres, ce qui est notamment le cas des comptes, parce que les comptes sont lacunaires et il est très difficile de suivre, par exemple, le fil d'une construction. Je voulais simplement attirer votre attention dans le marché d'ouvrage qui est à droite. Vous avez des initiales. À la fin de la reconstruction des nouvelles basses-cours, normalement, on aurait dû placer une pierre noire sur laquelle seraient gravées les initiales du marquis
et vous retrouvez A.C. de Diard, Anne-Claude de Diard, et A.H.T. Chauvelin, c'est son épouse, Angélique Henriette Thérèse Chauvelin. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas retrouvé la pierre noire en question, mais on ne sait jamais. Diapositive numéro 4. Oui, c'est bon, Anne. Alors, cette diapositive numéro 4, simplement, rapidement, c'est une photographie d'un de ces très nombreux inventaires. On en a quand même 7 au total, hein, sur le château entre la fin du XVIIe et le début du XIXe siècle. Et ces inventaires, en général, ils sont faits à la mort du propriétaire du château. Donc c'est une sorte d'état des lieux de ce qu'il y a dans le château à cette époque. Alors, c'est une mine de renseignements, mais c'est une mine de renseignements en même temps assez difficile à utiliser dans la mesure où on ne sait pas dans quel ordre se fait l'inventaire. On passe d'une pièce à l'autre, mais on ne sait jamais si on est au même étage, en quelque sorte. Nous en avons quand même tiré beaucoup d'indications, et tout à l'heure, on vous montrera une petite vidéo qui a été faite avec Yann Buatois, une tentative de reconstitution de ce que pouvaient être les pièces du château à partir d'un inventaire. Alors, je vous ai mis sur la droite un petit exemple de ce qu'on pouvait trouver dans un de ces inventaires. C'est un inventaire du milieu du 18e, 1744, à la mort de Jacques de Thiard. C'est l'inventaire de la cave. Donc, vous pouvez le lire en même temps que moi. 4 grands paniers de vin en bouteille, 3 tonneaux de vin de maître, important, les domestiques ne doivent pas le même, un tonneau de vin blanc, une feuillette de rouge, un carton de vin de Châlons. Les appellations d'origine contrôlée ne datent pas d'aujourd'hui en quelque sorte. Le tout voisinant avec du lard de jambon de 5 cochons, un pain et demi de fromage Bachelin, etc., etc. Voilà, et nous avons le détail comme ça de tout ce qu'il y a dans les pièces, le mobilier, et puis aussi parfois les batteries de cuisine, le linge de maison, etc., etc. Diapositive numéro 5. Alors, très vite, cette diapositive, elle donne une idée des lettres qui sont échangées entre les propriétaires, écrites soit par les propriétaires, soit par leurs régisseurs. Nous n'avons pas une correspondance continue, mais nous avons quelques pièces parfois très intéressantes. Je voudrais simplement souligner la lettre qui est à gauche, appartient à une correspondance pour laquelle nous avons le suivi de ces lettres sur en gros 6 mois, autour de 1747. Il y a une erreur dans la petite légende. Alors pourquoi sont très importantes ces lettres? Eh bien c'est à travers ces lettres que nous avons appris que les grilles du château étaient dorées. Et au moment de la restauration sur laquelle on reviendra tout à l'heure, on se posait des questions et les archives nous ont permis en quelque sorte d'éclairer ce qu'avaient été historiquement ces grilles du château. L'autre lettre, c'est la correspondance du comte de Bissy avec son fils. Elle est très lacunaire, mais il y a des notations importantes sur le parc et les jardins. Diapositive numéro 6. Alors, ces 2 gravures, elles sont extrêmement importantes. Nous les avons beaucoup regardées et re-regardées, parce que ce sont les seules qui nous donnent une image de ce que pouvait être le château, en pied, en quelque sorte, les extérieurs du château, au milieu du XVIIIe siècle. Nous avons à gauche la vue du château du côté de la cour. Ce que cette vue nous indique, j'y reviendrai dans les reconstructions successives,
c'est qu'à l'époque, au milieu du XVIIIe, la cour du château, au fond, est fermée par la grille d'honneur. Annie, Oui. vous avez vu qu'on a plus que 10 minutes. Ce que Oui. je vous propose, c'est finir cette diapo et puis on relancera la vidéo. Tout à fait. Ok. Je termine avec celle-ci. Ok. Que les deux ailes sont dans l'axe des ailes du château. C'est la reconstruction des basses-cours. Et sur l'autre diapositive, on a une vue côté jardin qui donne notamment sur le côté droit l'implantation des jardins qui jouxtait l'aile nord du château à l'époque. Je m'arrête ici. Je pense qu'on peut faire la suivante encore. Bon, la suivante suffit à montrer. Oui, c'est bon. Ce sont des dessins, des lavis, des installations intérieures du château, des embellissements du château à gauche, ou des projets concernant les jardins. On ne sait pas si ces projets ont été réalisés. On s'arrêtera ici. Oui. On relance la vision, Annie. À tout de suite. Donc je tourne et je recommence. Oui. Très bien. Je m'excuse pour ce petit souci technique. C'était Non, prévu. non, c'est pas possible. Alors. C'était prévu. Voilà. Les vidéos sont disponibles sur Internet. Les diaporamas sont peut-être pas disponibles. Annie revient. C'est parce qu'on a des soucis dans l'outil qu'on utilise. Il y a un temps limité en fait de visio et voilà. Mais voilà, comme on a organisé tout ça un peu en précipitation hier. Annie, vous n'êtes pas connectée à votre audio. C'est comme tout à l'heure. Annie? Annie, je crois que c'est bon. C'est tout bon. Non, c'est bon. On repart sur la diapo 8. C'est ça. Bon, je vais aller assez vite sur les diapos pour aborder la deuxième partie. Alors, cette diapositive numéro 8, en fait, ce sont des plans des appartements. On est toujours dans la deuxième moitié du 18e, je pense. On n'a pas de date. Hein. Ce plan des appartements, il est intéressant parce qu'il donne une idée de la manière du découpage à l'intérieur de ce qu'on appelle les appartements à l'époque. Un appartement à l'époque, c'est un ensemble de pièces dans lequel on a en général une antichambre, une chambre et accompagnant la chambre, des cabinets et une garde-robe. Alors, les cabinets souvent sont des cabinets où couchent les domestiques, ils sont à proximité de la chambre des maîtres. Hein. Quant au garde-robe, l'hygiène a fait son entrée au château, donc dans la garde-robe on a une chaise percée, un bidet, dont le personnel assure également l'entretien. Et on aperçoit, alors cette partie du château, c'est très vraisemblablement l'aile droite du château et les aménagements au premier étage. Le petit document qui est à droite, alors là, on est en plan, ça donne rien, mais quand on le voit, il y a deux épaisseurs, c'est-à-dire qu'il y a la partie qui est en haut, elle se relève, et elle donne l'idée de ce qui se passe à la fois au niveau des chambres, mais aussi à l'entresol. Parce que le château de Pierre est suroccupé à toute époque, et donc il faut loger tout le monde. Et on a
installé en quelque sorte entre les planchers et les combles, un niveau qui est le niveau de l'entresol dans lequel couchent également les domestiques, où on a une multitude de petits locaux dans lesquels on loge les domestiques qui sont toujours prêts, à proximité bien sûr des chambres d'élèves. Alors, pour terminer, les diapositives suivantes à partir de la 9. La 9 est en ligne. Des diapositives qui montrent, elles, l'environnement du château dans son parc et dans sa proximité en quelque sorte. Le document qui est sur la gauche, c'est un plan qui est dans les archives du château et donc on voit très bien sur la partie gauche de l'ensemble des bâtiments les jardins tels qu'on les a aperçus tout à l'heure sur la gravure. Vous avez deux ensembles de jardins qui sont plutôt un verger et un potager, ces deux jardins. Dans la suite du bâtiment lui-même, qu'on appelle les jardins du château, c'est-à-dire en fait des jardins d'agrément, deux parterres et une petite fontaine avec un jet d'eau. Et puis sur la partie plus à droite, on a l'amorce de ce qu'est le parc, avec une allée, marronnier, charmille, voilà, point d'interrogation. L'autre petit document en bas à droite est ce qu'on appelle un atlas routier. Ça a été fait au moment où on est en train d'améliorer la route entre Pierre et Belvèvre. Et là, c'est plutôt une espèce de reconstitution de ce que pouvait être l'ensemble du jardin et du parc. Ce que je voudrais souligner, ce qu'on voit très bien sur ce plan, cet atlas routier, à la hauteur, vous voyez, des chiffres romains qui sont 29, vous avez l'entrée du parc. Vous avez un petit chemin qui montre l'entrée du parc. Voilà. C'est l'indication comme quoi on entre encore à la fin du 18e par le côté et par les bassements. On n'entre pas encore comme nous le faisons aujourd'hui par l'axe principal. Alors il y a toujours l'entrée côté Pierre, mais à l'époque il n'y a que cette entrée du parc. Dernière diapositive rapidement, diapositive numéro 10. Alors, je vous invite surtout à regarder cette à droite. C'est le plan cadastral de Pierre de Bresse en 1830. Et ce qu'on voit très bien sur ce plan cadastral, c'est que contre la partie gauche du château, il n'y a plus de jardin. Donc, à l'époque, les jardins ont disparu et tout a été remplacé uniquement par le parc, en quelque sorte. Voilà. Vous voulez qu'on passe à la suivante? Alors, on va passer à la 11. Quelques mots de commentaires sur cette diapositive sans image. Donc, la suite va consister, ça sera un peu plus compliqué d'ailleurs, mais on va essayer de se débrouiller, va consister à essayer de donner une petite idée de ce qu'a été la reconstruction du château au cours du XVIIIe siècle, la phase de construction des nouvelles basses-cours et les derniers aménagements concernant la grille d'honneur. Alors, ce que je vais simplement souligner, c'est que les plans qui nous ont été donnés par les architectes dans le cadre des travaux actuels sont extrêmement précieux parce que c'est la première fois qu'on avait visuellement la répartition des pièces. Donc, diapo numéro 12. C'est en ligne. Alors, c'est un exercice un peu compliqué. Vous avez ici, les yeux, la répartition des pièces du rez-de-chaussée. Et j'ai essayé de mettre en face des principaux lieux du château ce qui est leur usage actuel. Pour commencer, il faut faire abstraction de ce qui est dans le coin à droite, que tout le monde connaît aujourd'hui, comme la billetterie et le salon.
tout ça n'existe pas avant la fin du XVIIIe. Pour le reste, les plans qu'on a sous les yeux correspondent en gros à ce qu'est l'utilisation des lieux à partir du moment où la reconstruction du château a lieu sur la base de la maison forte historique, sur lequel je pense notre collègue archéologue reviendra. Alors, assez vite, les usages se fixent à la fois au rez-de-chaussée, et on verra dans la diapositive suivante, au premier étage, ce qu'on appelle le bel étage à l'époque. Donc, pour revenir au rez-de-chaussée, c'est la diapositive que vous avez sous les yeux. Et rapidement, l'aile droite du château est la première reconstruite. C'est une aile qui est une aile de service. C'est-à-dire que pendant toute l'histoire du château, jusqu'à la fin du XVIIIe, on y trouve les cuisines, l'office, la cave et des chambres pour le personnel. L'aile gauche du château, reconstruite ensuite, est symétrique de l'aile droite. Il y a un souci de symétrie, et symétrique de l'aile droite. Et elle est au départ constituée d'une grande salle, dite salle voûtée, qui est celle aujourd'hui occupée par la salle de documentation en grande partie. À l'extrémité de cette aile gauche, on a la chapelle, telle qu'elle existe encore aujourd'hui. Dans le corps central du château, on retrouve au centre le vestibule, tel qu'il existe aujourd'hui, et à gauche du vestibule, dans les salles d'exposition actuelles, on a les premiers appartements des marquis, du comte et des marquis. Avec le système que j'expliquais, la première pièce est une antichambre, la deuxième pièce est la chambre, et dans la tour, on a vraisemblablement le cabinet des domestiques. Disons que ce sont les usages nobles du château, en quelque sorte. Et alors, ce qui apparaît, c'est que plus ils sont vieux, plus les maîtres du château viennent finir de mourir au rez-de-chaussée. On imagine effectivement qu'ils ont du mal à monter les escaliers, et donc les pièces servent aussi à ces derniers usages en quelque sorte. Donc voilà un petit peu la configuration du rez-de-chaussée. À droite, l'aile de service, à gauche, une aile qui est une aile en quelque sorte de représentation, et au centre, des usages nobles à usage des maîtres du château. Si on passe au bel étage, cette fois-ci, diapositive 13, on retrouve un peu la même disposition, sauf que dans l'aile droite, qui est encore aujourd'hui l'aile non restaurée et dans laquelle on voit le mieux le découpage des pièces, c'est une enfilade d'appartements. Appartements pour la famille ou pour les invités. Il y a tout le temps des invités au château et avec des noms qu'on ne connaît pas, des gens qu'on ne connaît pas en quelque sorte. Dans le retour qui se trouve du corps central gauche, là où aujourd'hui vous avez l'installation d'un vide-château, on a plutôt les appartements de la famille. Et on a le sentiment que ce sont plutôt les femmes de la famille qui habitent ici. On retrouve le vestibule, et quand on est dans la partie gauche du corps central, là où commence la galerie permanente de l'épousée, à nouveau les appartements des maîtres. Antichambre, chambre, cabinet, et en retour dans l'aile droite, ce qu'on appelle la grande galerie dans les inventaires, c'est-à-dire aujourd'hui la salle 12 expositions. Voilà en gros, si vous voulez, comment se configure le château au cours du XVIIIe, de la fin du XVIIe et au cours du XVIIIe. Les derniers aménagements, je reviendrai sur une autre diapositive, ce que sont aujourd'hui la boutique et le salon de thé, ça n'existe pas avant la fin du XVIIIe. Diapositive numéro 14. Je pense que dans les temps, j'ai encore un petit moment. Oui, bon. Vous avez encore du temps à lire. Donc, deuxième grand chantier au cours du XVIIIe, on est au milieu du XVIIIe, dans les années 1745,
c'est la reconstruction des nouvelles basses-cours. Alors, j'ai redonné la gravure, hein, c'est le seul document que nous avons figuré, on a la chance de l'avoir. Donc, ces nouvelles basses-cours, elles sont construites sur un plan entièrement différent de l'ancienne basse-cour. Parce qu'en fait, on avait déjà une basse-cour hein, pour le château, pour les usages du château. La basse-cour, c'est là où on a tous les services, hein, en quelque sorte, pour faire vivre le château. On a un marché d'ouvrage très important pour la reconstruction de ces basses-cours et on y apprend que l'ancienne basse-cour était de front au château. Donc autant la nouvelle est dans l'axe des ailes, autant l'ancienne était en quelque sorte perpendiculaire hein, aux ailes du château. Donc perpendiculaire à ce qu'est la nouvelle basse-cour. Alors cette nouvelle basse-cour, on a des indications de ce qu'on y trouvait. Il est assez difficile d'essayer de reconstituer ces usages. J'ai tenté de le faire. C'est pas très rigoureux, mais ça donnera peut-être une petite idée de ce qu'elles étaient et de ce qu'elles sont devenues par la suite. Je voudrais simplement faire remarquer que toujours sur cette gravure, hein, on entre toujours latéralement au château. Et on entre par une tour qui est dans l'aile gauche. Il y a au milieu de l'aile gauche un petit pavillon, une partie plus élevée, dans laquelle il y a une porte, et c'est par là qu'on entre. Alors la tentative de reconstitution, diapositive numéro 15. C'est bon, c'est en ligne. Alors, c'est une opération très compliquée parce que les communs d'aujourd'hui ne ressemblent absolument plus à ce qu'étaient vraisemblablement les communs hein, au cours du XVIIIe, tels qu'on les a reconstruits dans cette nouvelle basse-cour. Simplement, on commence ici par le commun qui est à gauche, hein, celui qui fait l'objet aujourd'hui de travaux très importants, où seront installés les bureaux. Je vous ai mis sous forme de flèches les affectations telles qu'on les avait dans le marché d'ouvrage hein, du 18e. Alors, vous voyez, vous avez d'abord le rez-de-chaussée, c'est la partie qui est en dessous, l'orangerie, le porche, hein, les remises, la chambre de lessive, etc. Et puis la partie qui est au-dessus, c'est le premier étage, le grenier à foin, les chambres, etc., etc. La petite photo qui est à droite vous indique ce qu'on voit encore aujourd'hui, en quelque sorte, de ce commun gauche. C'est le moment où ce commun servait de maison de retraite. On est dans les années 1956. C'est le moment où le château est acheté par le conseil départemental. Vous voyez les voitures de l'époque. Et vous apercevez cette enfilade de fenêtres qui sont en fait les restes des fenêtres de l'orangerie telle qu'elle a été installée dans ce commun gauche au milieu du XVIIIe siècle. Diapositive 16. Même opération, on est de l'autre côté, c'est le commun à droite, avec les deux niveaux. D'abord, en haut, le rez-de-chaussée, en haut de petit plan, et vous retrouvez en haut 3 écuries, indiquées 3 écuries, et je vous ai mis à droite ce qui reste de l'implantation de ces 3 écuries, puisque dès l'époque, il est prévu dans le marché d'ouvrage hein, qu'on affichera les armes marquées d'ici sur la façade de ces écuries. Et vous avez encore aujourd'hui hein, la couronne, les 2 blasons hein, des 2 familles qui sont encore la trace de ces dernières écuries. Voilà, petite tentative, il y aurait beaucoup de choses à dire parce qu'en fait, vraisemblablement, les bâtiments de ces basses-cours, de ces communs, hein, étaient accrochés à des pavillons. Et par la suite, on s'est aperçu que les pavillons ne touchaient plus les communs
les bâtiments des communs. Je pense que ça, on y reviendra peut-être avec les archéologues. Dernier petit plan intérieur, on revient à l'intérieur, diapositive numéro 17. C'est bon. Alors, ça se passe dans le coin droit du plan, on est au rez-de-chaussée, et vous retrouvez ce plan que vous connaissez bien aujourd'hui, le salon ovale, une pièce à côté du salon ovale, et contre le salon ovale, dans la tour, ce qui est aujourd'hui la petite cuisine en quelque sorte du musée, ce sont les derniers aménagements qui ont lieu à la fin du XVIIIe. On n'a aucun document sur les marchés d'ouvrage, on ne sait pas quand ça s'est fait, comment ça s'est fait, simplement dans l'inventaire, il est fait allusion à 3 pièces, une pièce dite pennsylvanienne, pourquoi on n'en sait rien, un salon ovale, pour lequel on a une description assez précise de ce salon ovale, avec les niches, les statues à l'intérieur des niches, le cabinet qui jouxte ce salon ovale, et même une salle de bain à colonnes. Point d'interrogation de point d'interrogation, mais il est évident que c'est la dernière partie qui a été aménagée, et sur les volontés du comte de Bissy, cet académicien qui était revenu au château et que la Révolution d'ailleurs va accueillir en quelque sorte au château, dernier aménagement intérieur du XVIIIe. Il y aura de nouveaux aménagements au XIXe sur cette partie-là, et notamment sur le salon ovale qui reste encore aujourd'hui une des belles pièces en quelque sorte du château. Bon, la diapositive numéro 18, juste une... Oui. Elle est plutôt anecdotique pour faire remarquer qu'on est au premier étage et que dans l'aile gauche du premier étage, à l'endroit de la tour, je vous ai mis une petite photo de ce qui est actuellement le cabinet de curiosité. Eh bien, au XVIIIe siècle, on a déjà une sorte de cabinet de curiosité dans cette tour, dans cette petite pièce de la tour, et qui est d'ailleurs occupée à l'époque par Ausone Théodose, qui est un jeune homme encore à cette époque. On est à la fin du XVIIIe. Nous allons alors terminer d'abord avec une diapositive énigmatique. 19. Bon, c'est un plan que j'ai trouvé très récemment aux archives départementales de Côte d'Or, qui pose plus de questions qu'elle n'en résout. Elle n'est peut-être pas très lisible, simplement il faut suivre la flèche verte. Il y a une petite flèche verte qui a l'air de tomber quelque part là. Et sur le plan, il est écrit ici orangerie. Parce que dans les derniers comptes du comte de Bissy, c'est-à-dire juste avant la Révolution, il est question d'une nouvelle orangerie. Donc vraisemblablement, le propriétaire de l'époque a voulu faire construire une nouvelle orangerie qui se trouverait en aval de ce que sont les basses-cours d'aujourd'hui, c'est-à-dire pratiquement dans l'allée telle que nous la parcourons aujourd'hui quand on arrive du côté de la gare, si vous voulez. Cette partie du château, de l'allée du château où il n'y a plus rien, il y a juste les arbres, et sur la droite un pré dans lequel il y a d'ailleurs les chevaux. Est-ce que c'est cette partie-là dans laquelle a été construite l'orangerie? Point d'interrogation. Tout ce qu'on sait, c'est que l'orangerie a été détruite pendant la Révolution. Donc voilà, c'est une des grandes interrogations. Vous voyez que l'histoire continue. Alors on va terminer avec 2 diapositives qui nous ramènent à la grille d'honneur. Bon, la gravure qui est en haut à droite, maintenant elle vous est familière. La grille d'honneur, on est au milieu du 18e, la grille d'honneur est encore... Elle ferme la cour du château. Elle n'est pas du tout dans l'avant-cour et les basses-cours. Elle ferme la cour du château. Dans l'estampe que vous avez en bas à gauche,
indiqué habitation du général Thiard, on voit que la grille, elle est maintenant devant les basses-cours. Donc on a déplacé la grille de la cour du château à la cour des basses-cours. Et on voit deux petits pavillons qui justement ne sont pas collés au bâtiment des basses-cours. Donc il y a eu des transformations importantes à la fin du 18e, au début du 20e, mais on n'a pratiquement pas d'informations là-dessus. Et sur les stands qui est en bas à droite, on voit bien des piliers, mais on ne voit pas le couronnement de la grille, c'est-à-dire toute la ferronnerie qui était à l'origine dans la cour du château, quand la grille fermait la cour du château. Alors on s'est posé des questions, pourquoi ce couronnement en ferronnerie n'est plus là. Vraisemblablement au moment de la Révolution, on a dû déménager en catastrophe le couronnement qui affichait les armes de la famille. On sait à l'époque que les girouettes avec les fleurs de lys sont dans les greniers. Et on ne sait pas à quel moment on a réinstallé le couronnement qui termine en quelque sorte la majesté de cette grille d'honneur. Et on va terminer avec lui. Diapo 21 est en ligne. Voilà, alors, cette diapositive, vous voyez une photographie du couronnement de la grille d'honneur, tel qu'il était encore installé avant son démontage, puisqu'aujourd'hui il est démonté. Et vous avez une petite photo qui est le restaurateur en train de gratter à Charolles, quand on est allé les rencontrer, en train de gratter cette ferronnerie pour savoir ce qu'on pouvait encore y trouver. Et alors ça fait partie des bonnes surprises en quelque sorte des archives. Il y avait longtemps que j'avais dans mes archives, j'avais trouvé ce document aux archives départementales de Saône-et-Loire qui était le marché de ferronnerie de la fin du XVIIe, 1692, c'est-à-dire au moment où Claude de Thiard prévoit de faire fermer la cour de son château par une grille, une belle grille, et avec sur cette grille un couronnement où on afficherait ses armes, les deux colliers, et puis les colliers des deux ordres, comme on dit, et la devise, rétrocédere nescit, etc., etc. Et quand nous sommes arrivés à Charolles, que je lisais au ferronnier de Charolles le texte du XVIIe siècle, eh bien, il a retrouvé sous ses yeux, et on a tous retrouvé ensemble, en fait, la grille telle qu'elle était à la fin du XVIIe siècle. Et le complément dans les lettres du milieu du XVIIIe disant qu'il fallait redorer le couronnement de la grille, a complété les éléments de connaissance de ce couronnement de la grille d'honneur tel que nous pouvons les reconstituer aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Annie, est-ce qu'on diffuse le petit film et puis on fait des questions? Oui. Alors, peut-être un mot de commentaire avant Allez-y, on vous écoute. que j'explique un petit peu. Oui, allez-y. Alors, pour tirer parti de ces inventaires, de la richesse des inventaires et des informations que donnent les inventaires, à l'initiative de Yann Buatois, qui est apprenti à l'écomusée et qui s'était pris de passion en quelque sorte pour le château et pour ses documents, nous avons tenté une petite reconstitution, enfin c'est lui, il a travaillé avec des professionnels en quelque sorte, une petite reconstitution de ce que pouvait être l'appartement du marquis à partir de l'inventaire de 1768. Alors nous nous trouvons au premier étage, en montant l'escalier à droite, c'est-à-dire là où commence la galerie permanente. Et vous allez découvrir, d'après l'inventaire, ce qu'était un appartement à l'époque, donc une antichambre, une chambre, cabinet, et en retour après la grande galerie. Allons-y. Vous êtes-vous déjà demandé comment on vivait dans le château de Pierre de Bresse au XVIIIe siècle,
À quoi pouvaient ressembler les pièces, par exemple? Grâce au patient travail d'une historienne dans les archives, nous vous proposons un fascinant voyage sonore et illustré de dessins inédits pour évoquer le riche passé de notre château. À propos de la vie de château, lorsque l'on visite le château de Pierre, la vie de château est présente dans 2 petites salles au premier étage et dans un petit corridor où s'affiche une galerie de portraits des tiares. La disposition des lieux et l'aide des archives permettent d'imaginer aujourd'hui encore ce qu'elles pouvaient être au temps des maîtres des lieux. Toujours au premier étage, que l'on appelle alors le bel étage, en partant du vestibule, on découvre dans la partie droite du corps de logis les appartements de Monsieur le Marquis. Comme tous les appartements nobles ou princiers, celui-ci comporte d'abord une antichambre dont les archives ont conservé le dessin du pavement. L'antichambre est une pièce dans laquelle on attend d'être reçu, d'où l'expression « faire antichambre ». L'inventaire qui en a été fait en 1768 évoque 5 fenêtres décorées de rideaux d'indienne. C'est un tissu au décor exotique, un peu dans le style du papier peint qui orne la pièce aujourd'hui. Ces fenêtres sont toujours là, comme la cheminée, composée d'une foyer et surmontée d'un trumeau. Le fait que cette première pièce faisait en quelque sorte fonction de salle d'attente explique probablement que l'on y trouve pas moins de 13 fauteuils recouverts de divers tissus et de 24 chaises ainsi que d'une table couverte de marbre. Comme il faut aussi rappeler aux visiteurs la noblesse des maîtres des lieux, l'antichambre affiche 9 tableaux, parmi lesquels les 2 héros de la famille, Marguerite de Busseuil et Héliodore de Thiard, les vaillants défenseurs de la cause du roi contre les ligueurs à Verdun-sur-le-Doubs et à Beaune. En passant la porte, on entre dans la chambre de Monsieur le Marquis, qui est une pièce moins privée que ne le sont les chambres de nos jours. On retrouve la cheminée, adossée à celle de l'antichambre. Dans cette chambre, le décor est simple, un lit à colonnes fermé par des rideaux en tapisserie de Hongrie, une commode avec un dessus en marbre, et à nouveau 9 fauteuils, 3 chaises et encore des tableaux, dont le portrait du cardinal de Bissy, l'ecclésiastique de la famille. Les espaces plus privés sont à proximité de la chambre, à savoir 2 petits cabinets, dont le cabinet de la tour. Ils sont pourvus également de lits, de tables, de fauteuils, de tabourets, et pour l'un d'eux s'ouvre sur une garde-robe, petit réduit où sont installés une chaise percée à pot de faïence, une table de nuit et un bidet. En quittant l'appartement du marquis, on pénètre, comme aujourd'hui encore, dans la galerie. Cette vaste pièce, plus longue que large, est éclairée de 15 fenêtres, réchauffées par des cheminées à chaque extrémité. Apparues dans les châteaux à la fin du XVIe siècle, les galeries intérieures servent à recevoir ses amis, à manger au besoin, il suffit d'y dresser une table, et à se divertir. À Pierre, elle est ornée de 3 lustres en cristal, on y rencontre 2 tables, 6 sofas, 13 fauteuils et même un damier à dames en bois, et encore 19 tableaux. Si l'on accède à la galerie par l'appartement des marquis, on peut aussi y arriver directement par l'extérieur en empruntant l'escalier à proximité de la chapelle. En poursuivant l'ascension des marches, on se retrouve dans les combles, là où logent les domestiques qui assurent le service des appartements des maîtres. On a un petit peu de temps pour des questions. Par contre, j'ai vu qu'à nouveau, on n'avait plus beaucoup de temps. Est-ce qu'on se reconnecte et puis on fait les questions après? Ça vous va? Eh bien, à tout de suite. C'est bon? J'y vais? Oui, c'est bon. Oui. Bon,
je pense que c'est simplement l'usage de l'époque, hein, et d'abord parce qu'en fait, il y a plusieurs bâtiments qui les constituent. Derrière ces basses-cours, on a en fait tout ce qui sert à l'alimentation déjà du château, à faire le pain et aussi à accueillir le foin pour les chevaux et pour tout le train d'équipage. Donc je pense que c'est lié au fait qu'il y a plusieurs bâtiments. Il y a plusieurs bâtiments dans l'ancienne basse-cour et il y a à nouveau plusieurs bâtiments dans la nouvelle basse-cour. C'est vrai que l'usage commun c'est plutôt la basse-cour, mais là c'est à cause de l'importance de ce bâtiment. C'est énorme. Hein. On a les dimensions d'ailleurs, hein. On a les dimensions des basses-cours dans le marché d'ouvrage de 1747. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce que le château a souffert de beaucoup de destruction ou de vols pendant la première révolution en 1789? Alors, la question c'est, est-ce que le château a subi beaucoup de destruction ou de vols pendant la première révolution 1789? Alors, il est très difficile d'y répondre. Vraisemblablement, il s'est passé des choses, puisque c'est la partie pour laquelle nous n'avons pratiquement pas d'archives. Ce que l'on sait, c'est que les propriétaires, le comte de Bissy et son épouse, qui d'ailleurs au passage avait été l'épouse du valet de Louis XIV à Versailles, hein, et qui a épousé ensuite le comte de Bissy, ils sont présents au château pendant la Révolution. Ils sont père et mère d'émigrés, puisque Ausson Théodose a émigré, a quitté le territoire français pour l'armée de Condé. Donc ils sont inquiétés, en particulier en 93, dans la partie jacobine de la Révolution. Ils sont emmenés, on dit, en prison, à Louan, en fait, dans le collège des Jésuites, qui sert de prison, qui est aujourd'hui le théâtre de Louan. Hein. Ils sont revenus au château, mais le château a été déclaré maison nationale. Et le château et les biens des Thiarts ont été partagés en deux avec la nation. Donc effectivement, il y a un passage difficile et vraisemblablement ce qui a été le plus endommagé, c'est cette fameuse orangerie qui est à l'extérieur, semble-t-il, du château. À l'intérieur du château, il n'y a pas eu forcément une grande dégradation. D'ailleurs, ce qu'il faut reconnaître, ce qu'il faut dire, c'est que le dernier inventaire explique que le château est en très mauvais état à l'intérieur. Et que la comtesse de Bissy en particulier est très dépensière et qu'elle n'a pas entretenu le château. Donc si destruction il y a eu, c'est plutôt cette nouvelle orangerie, extérieure au château, et les archives par contre, elles, ont souffert, on ne sait pas pour quelle raison. Mais on a un énorme manque ici, hein, qui correspond quand même à la période de la Révolution. Merci Annie. Oui, il y a une autre question. Quel est le lien entre la famille des Bissy et la famille des Thiarts? Parce que là, vous évoquez deux familles. Oui, Annie, Madame demande quel est le lien entre la famille de Bissy et la famille de Thiars. Elle ne comprend pas ces deux noms. Ah oui, oui. Alors, c'est des Thiarts de Bissy depuis le début. C'est la famille Thiart de Bissy, puisque l'origine de la famille, en fait, c'est Bissy-Soufflet, c'est-à-dire dans le Chalonnais. Et il y a encore aujourd'hui, à Bissy-Soufflet, un château Thiart. Simplement, la famille Thiart a été destinataire du château de Pierre au XVIIe siècle, et d'une certaine manière, elle s'est repliée c'est plutôt installé en Bresse, d'où la reconstruction du château à la fin du XVIIe siècle par Claude de Thiart de Bissy. Quand c'est la branche aînée, en quelque sorte, de ces reconstructeurs du château, on les appelle plutôt les Thiarts, et quand c'est une branche cadette, parce que Anne-Claude de Thiart, qui est le reconstructeur des Basses-Cours, a qu'un fils,
qui est tué en 1748 à la bataille de Maastricht. Donc il n'y a plus d'héritier en ligne directe. Et c'est une branche cadette en quelque sorte, hein, qui hérite du château. Et à partir de ce moment-là, on les appelle de Bissy. Le comte de Bissy et la comtesse de Bissy sont les derniers occupants du XVIIIe. Mais ils appartiennent tous à la famille, hein, des Card de Bissy. C'est simplement une manière de les distinguer, de distinguer les deux branches, si vous voulez. On a une idée du nombre de personnes qui pouvaient vivre dans le château quand même? Alors, il y a une autre question, Annie. A-t-on une idée du nombre de personnes qui pouvaient vivre dans le château? Non, on n'a pas d'idée, mais il y a énormément de monde. Énormément de monde entre les domestiques, la famille, les invités. Si on prend l'exemple du château à la fin au début du 19e siècle, c'est-à-dire quand Ossone Théodose est marié, on a encore son père, sa mère, son épouse, ses deux filles, plus toute une série d'invités dans le château. Et pour chacun d'entre eux, on avait au moins 2 ou 3 domestiques. Hein. Il y a une indication technique qu'on a, il y a plus de 50 clés à usage du château à cette époque. Voilà. Comme aujourd'hui. On a encore le temps pour 2-3 questions. Oui. Les douves, elles ont été creusées à quelle époque? Monsieur demande à quelle époque les douves ont été creusées. Ah, alors, je pense que les douves sont présentes dès l'origine, dès la maison forte, hein, puisqu'en fait, le château reconstruit à la fin du XVIIe est à l'origine une maison forte sur laquelle on a très peu d'indications, sauf quelques textes qui indiquent qu'elle a été attaquée à plusieurs reprises, et notamment pendant ce qu'on appelle la guerre de 10 ans, hein, c'est-à-dire dans les années 1623, à plusieurs reprises, le château a été attaqué. Donc il y a tout un système de défense qui est en place, il y a des douves, il y a un pont-levis. Le pont sur lequel on entre dans la cour du château aujourd'hui est à l'origine un pont-levis. Hein, donc c'est le système de défense des maisons fortes. Hein, et il y avait déjà vraisemblablement des douves, y compris autour de la basse-cour, hein, de l'ancienne basse-cour. Alors on a un petit détail intéressant concernant les douves et surtout l'eau des douves, c'est que quand on reconstruit les nouvelles basses-cours, on a trouvé un système pour vider les douves des basses-cours sans vider les douves du château. Hein. Et la marquise se plaint parce que quand même il y a une mauvaise odeur, hein, au moment où on procède à ces opérations. Donc on a des douves dès l'origine en quelque sorte. Alors elles ont été construites et reconstruites, elles se sont effondrées un grand nombre de fois. Il faut se dire que le château tel qu'on le voit aujourd'hui est dans un état parfait. Les châteaux sous l'Ancien Régime menacent à tout bout de champ de s'effondrer. Et on a un document très intéressant d'ailleurs du début du XVIIIe. On vient de refaire le corps central du château, la charpente, et puis il y a une poutre pourrie, et la poutre pourrie cède, et tout le château s'effondre, tout le corps central, à la hauteur du vestibule, s'effondre, entraînant tout ce qu'il y a premier étage, rez-de-chaussée, les tableaux de famille, tout est mélangé au rez-de-chaussée dans un état... il faut tout recommencer. Voilà. Merci Annie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Mariette. Est-ce qu'on a une idée de la forme de la maison forte? Alors, ce serait peut-être plutôt pour Valérie Scusi, je pense, mais je vais demander à Annie. Mariette demande, a-t-on une idée de la forme de la maison forte avant le château 17e? Je pense qu'on avait déjà le quadrilatère qu'on a encore aujourd'hui. Bon, Valérie confirmera, parce qu'on a quand même le sentiment que cette reconstruction, elle se fait sur la base ancienne, au moins pour ce qui est du corps central et du début des ailes. Mais ça, moi je ne suis pas archéologue, hein, mais la base elle est d'origine en quelque sorte. Encore des questions? Et le mobilier, on n'a plus aucun mobilier d'origine. Alors, il y a une autre question, Annie. Y a-t-il encore du mobilier d'origine du château? Je connais la réponse, mais... Je
pas qu'on ait encore du mobilier d'origine. On verra cet après-midi ce qui peut être intéressant, c'est-à-dire ce qui reste des décors. Hein, mais pour le mobilier. Alors peut-être les 2 lampes récupérées qui sont dans la partie vide château, les 2 belles lampes. Voilà, peut-être d'autres pièces, mais... Alors, pour compléter la réponse d'Annie, il y a une grande armoire au rez-de-chaussée à côté de l'escalier d'honneur. Et voilà, l'ancien conservateur m'a toujours raconté que c'était en fait le seul meuble qui était au château quand il y est rentré. Donc c'est probable en fait que ce soit une armoire, sans doute le dernier mobilier originel du château. Voilà. Moi, je vais me permettre une question aussi, Annie. Vous avez dit tout à l'heure que les travaux du nouveau château commencent par l'aile non restaurée, l'aile sud, ce qui veut dire que le corps de logis principal vient après l'aile sud. Il n'est pas construit avant les 2 ailes, c'est ma question. Non, je pense qu'il est déjà en partie en place, le corps central. On fait des aménagements dans le corps central. Hein. Mais ce qui est vraiment modifié, reconstruit, c'est l'aile droite. Hein. Et après, on va passer à l'aile gauche, alors avec une parfaite symétrie, d'où les escaliers. On peut entrer au château par les ailes, hein, on a 2 montées d'escalier qui sont symétriques, qui permettent de monter à la fois dans l'aile droite et dans l'aile gauche, et qui distribuent les appartements. Parce qu'on passe un peu les uns dans les autres, mais il y a quand même une distribution des appartements. Et il semblerait quand même que la partie centrale ait été la moins transformée, la moins modifiée. C'est surtout les ailes qui ont été modifiées au moment de la construction. On arrive à la fin du temps de parole d'Annie. Une toute dernière question ou on passe à l'archéologie? Je crois que c'est bon, Annie. Je voulais vous remercier merci pour cette visioconférence.